Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour les grandes gueules. 3 heures de direct, 3 heures de débat, de liberté d'expression, de liberté d'opinion. Vous connaissez le rendez-vous, RMC la radio, RMC Story la télé. Autour de la table aujourd'hui, une avocate, Marianne Soubré. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Un agriculteur, Monsieur Giraud, comment ça va? Bonjour Olivier, bonjour à la France profonde. Et un professeur d'économie, enfin en tout cas c'est ce qu'il nous a raconté, Gilles Raveau. Bonjour Gilles. Oui, pour l'instant personne n'a découvert le poteau rose, donc je continue de faire semblant. T'imagines? En fait, écoute, il y a eu quand même un très grand expert, soi-disant des serial killers, et qui en réalité était quand même une belle imposture. Ouais, moi je serais curieux qu'on vérifie tous les pédigrés de ceux qui sont intervenus comme professeurs de virologie là pendant le Covid, parce qu'il y en a quelques-uns, j'ai des petits doutes. Allez, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les grandes gueules? Sans plus tarder, on va revenir sur l'interview hier soir d'Emmanuel Macron, invité du 20h de TF1, qui a été interrogé sur les faits de violence, et le mot qui a été utilisé par le chef de l'État choque beaucoup, notamment au 32-16. Je l'ai toujours dit, et je le redis avec fermeté, c'est la tolérance zéro, et nous ne tolérerons aucun écart. C'est non seulement une réponse immédiate qui est nécessaire, c'est un changement d'état d'esprit profond. Nous ne pouvons pas accepter, et je n'accepterai pas dans notre pays, que ces incivilités deviennent une habitude. La sécurité au quotidien, c'est ce qui garantit l'ordre public, l'ordre républicain, c'est-à-dire la vraie liberté dans notre société. Et donc sur ce point, nous serons intraitables. Alors, nous serons intraitables face aux incivilités. C'est le terme incivilité qui fâche. Pourquoi? Parce qu'il était interrogé par rapport aux faits de violence qui ont été commis ces derniers jours et qui pour la plupart ont choqué les Français. Je vais parler du chauffeur de bus à Bayonne mortellement agressé, du pompier qui a été blessé à Étampes par balle, délibérément. C'était la semaine dernière. Cette jeune aide-soignant, vous avez vu aussi Axel, Fatima nous en parlait hier, qui a été traîné par une voiture sur 800 mètres, et le président de la République parle d'incivilité. L'emploi de ce mot a provoqué beaucoup de réactions. J'en cite une, celle du sénateur LR Bruno Retailleau, qui dit: ce laxisme lexical conduit inévitablement au laxisme judiciaire. Parler d'incivilité, est-ce que c'est pas être hors sol lorsqu'on parle d'homicide, de violence, d'infraction, de délit ou de crime? Le 32-16 pour réagir, rmc.fr également. Marianne Soubré, je voulais commencer par toi parce que les incivilités, ça n'existe pas juridiquement en fait. Non, alors je comprends ce qu'il veut dire, mais le terme s'agissant de ces faits-là est extrêmement mal choisi, bien entendu, parce qu'on a l'impression qu'il est en train de faire un euphémisme. Mais en réalité, j'ai plutôt l'impression qu'il voulait, en cela, en fait, rappeler plutôt la politique de tolérance zéro qui avait été mise en place, notamment, par exemple, puisqu'on cite toujours l'exemple de New York, par l'ancien maire de New York, qui partait de la tolérance zéro, de la plus petite incivilité au plus grand des délits, voire des crimes. Et j'ai un peu l'impression que c'était peut-être ce qu'il voulait dire. En fait, j'essaye de l'aider là, parce que sinon c'est un euphémisme. Et on ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas parler comme ça s'agissant de faits qui sont extrêmement graves. Mais je pense qu'il voulait peut-être plutôt dire qu'on ne tolérerait plus rien. Pourtant, y compris, si tu veux, le tout petit truc et la plus petite des incivilités. Mais c'est pas ce qu'il a dit, hein. Oui, non, mais j'essaye de l'aider, mais parce que pas même pas convaincu. Parce que moi j'ai trouvé d'autres termes qu'incivilité. Incivilité pour moi c'est plutôt, c'est par exemple jeter un masque par terre. C'est ça. C'est être discourtois. Mais on peut parler d'agression, de violence, d'infraction, de délit, de crime. Il y a d'autres mots. Entre autres là. Dans la liste que tu viens de faire, le chauffeur de bus à Bayonne, la policière, l'aide-soignante traînée sur 800 mètres, le pompier sur qui on tire à balle. Bien sûr. On peut pas appeler ça une incivilité, quoi. Une incivilité, c'est les gros salauds qui viennent déverser leurs détritus tous les dimanches soirs dans le bois à côté de chez moi et qui sont en toute impunité. Ça, c'est une incivilité. Mais là, c'est un crime. Ça porte un nom, quoi. Les faits qui se sont passés depuis quelques semaines dans notre pays, il y a des crimes dedans, quoi. Hein. Et enfin, moi, ça me choque. Ouais, moi, je fais partie des choqués, ouais. Je suis pas retailliste, mais je fais partie des choqués sur le fait qu'on puisse appeler un crime incivilité, quoi.
Non, mais On amalgame les crimes et en dans même temps, il incivilité. dit tolérance zéro. Voilà, mais c'est pour ça que je disais ça. Mais c'est vrai que ce D'accord, terme ne tolérance convient pas zéro, au fait. d'accord. Alors si là, déjà, on va peiner à trouver le mec qui tenait la carabine, qui a tiré sur le pompier, eh ben ça veut dire que celui qui va faire des graffitis ou balancer son masque dans la rue, il va être puni. Ah, j'ai quand même un petit doute, moi, sur la tolérance zéro. Un vrai doute. Gilles Raveau. Oui, je vais effectivement rebondir sur ce que disait Marianne. Tolérance zéro, c'est un sens très précis. C'est le maire de New York, Rudolph Giuliani, qui à une époque, dans les années 90, les New-Yorkais ont peur. Les New-Yorkais ne prennent plus notamment le métro, qui joue un rôle essentiel à New York, évidemment, comme toutes les grandes villes, y compris la journée. Et donc, il met en place une politique de tolérance zéro qui va marcher. C'est-à-dire que la criminalité va très fortement diminuer à New York. Par contre, ce que fait Rudolph Giuliani, c'est qu'il dit aux flics, c'est open bar. Vous pouvez buter qui vous voulez, frapper les mecs. Et donc, il y a plein de morts. Enfin, quand même pas exagéré. Il y a beaucoup de morts, y compris parmi la population noire notamment. Non, mais clairement, enfin ça c'est très connu, vous pouvez vérifier facilement. Donc, mais ça marche, c'est-à-dire qu'effectivement, il devient très populaire. La ville est beaucoup plus sûre. Donc, tolérance zéro, ça a un sens très précis. Et je pense que c'est très fatigant pour les Français. C'est justement qu'Emmanuel Macron, il faudrait un peu qu'il sorte de ses livres, qu'il se rende compte qu'il est président de la République. C'est qu'il nous met un nouveau concept tous les jours, qui est à moitié maîtrisé, et qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, qui ne veut rien dire. Qu'on arrête de parler de tolérance zéro, et déjà qu'on fasse les choses normalement, que qu'on punisse les crimes, bien sûr. Déjà qu'on punisse les crimes correctement. Exactement, que la police et la justice puissent déjà travailler normalement, que les commissariats s'arrêtent d'être des poubelles. On parle de tolérance zéro dans un pays où un juge, pour incarcérer un mec, il est obligé d'en libérer un autre quand même. Non, mais ça, oui, d'accord avec moi, Marianne. Et c'est pas forcément la faute des juges. Effectivement. Non, mais je suis d'accord. Je suis dans le constat, moi. Oui, dans le constat, il n'y a pas assez de dans ce place dans même les pays, prisons. on parle de tolérance zéro, c'est complètement stupide. C'est pour ça que justement, j'aimerais qu'on limite pas. Alors ce terme, c'est vrai qu'il l'a utilisé plusieurs fois. Il n'est pas tolérable et je comprends que les gens s'énervent parce que mal nommer les choses. Oui, c'est très. Ah oui, c'est la fameuse phrase de Camus. Mais si tu veux, effectivement, ce terme n'est absolument pas adapté à la gravité des situations dont lui parlait le journaliste. Pour ça, c'est une chose. Non, mais sans citer Camus, mal nommer les choses, comment veux-tu ensuite résoudre les problèmes si dès le départ tu n'utilises pas les bons mots? Ça peut vouloir dire que tu les as pas identifiés correctement. Oui, les mais problèmes, après, si vraiment on peut aussi ne pas lui en tenir rigueur et considérer qu'il a fait une erreur et par contre se dire chouette, il va enfin régler le problème d'insécurité. On peut aussi. Il n'a pas parlé d'insécurité, il a parlé d'incivilité. Marianne, je crois au contraire que c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne parle pas en l'air. Il sait très bien le sens des mots. C'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien la communication. Donc quand tu l'utilises, ça veut rien dire. Moi, je suis de gauche et j'aime la sécurité, j'aime l'ordre, j'aime qu'on respecte la police. Mais comme beaucoup de gens de gauche. Lui, c'est Gilles Raveau. Non, tu comprends ce que je veux dire? Non, je plaisante. Mais non, je crois même pas qu'il drague à gauche parce que ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, gauche-droite, d'ailleurs, on a du mal à savoir quelle est la différence, notamment avec ce gouvernement. Mais c'est plutôt peut-être parce que ces questions-là, il les maîtrise pas. On le disait pendant la campagne présidentielle, ça déjà. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à Julien qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Julien. Julien. On a perdu Julien, on va essayer de le rappeler. Il est du côté de la Savoie. Julien, il voulait nous expliquer notamment que Emmanuel Macron, sur les questions régaliennes, il y avait toujours un problème en fait. Il avait un problème d'incarnation de ces questions et la lutte contre l'insécurité, il n'en a pas fait une priorité de son mandat. Sur les questions économiques, il est très facile. Sur ces questions-là, c'est plus compliqué. Moi, j'ai vraiment, c'est de la psychologie à 2 €, mais j'ai vraiment l'impression que sur ces questions-là, il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il est président de la République. C'est-à-dire que moi, quand je l'entends, des fois, j'ai l'impression d'être un séminaire universitaire. Oui, il n'est même pas au niveau d'un ministre de l'Intérieur. Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il n'a même pas une parole. À la limite, même en dessous de lui, ça serait le ministre de l'Intérieur. Mais certains de ces ministres de l'Intérieur, ou même tous, ont eu parfois des paroles plus fortes que les siennes. Non, mais t'as raison. Et puis là, j'ai l'impression, effectivement, moi aussi, j'essaie d'être charitable comme toi. J'ai l'impression que tout son truc, mais qui est absurde, surtout à 2 ans de la présidentielle, c'est de dire si je règle toutes les incivilités du quotidien, les vraies incivilités, ça va pacifier la société et donc, et là moi ça me paraît pas du tout logique, les très grandes violences, les crimes, les délits n'auront plus lieu. Mais pour moi, il n'y a rien à voir entre effectivement quelqu'un qui est mal poli, qui balance son papier et quelqu'un qui tue un chauffeur de bus, ça n'a rien à voir. Moi je pense qu'il y a un lien, tu vois Gilles.
je pense enfin, sans parler de la tolérance zéro, mais je pense qu'à un moment donné, accepter les petites incivilités du quotidien, ça crée un climat d'impunité qui permet que les gros crimes, on les commette plus facilement. Enfin, la peur du gendarme qui n'existe plus, elle part du fait que quand tu balances ton masque dans la rue, personne ne te dit rien, quoi. Tu vois, des exemples d'incivilité, moi, j'en ai plein autour de moi, entre autres sur les dépôts sauvages. Hein. Ou les gens qui roulent à vélo sur les trottoirs, par exemple. Ça, c'est ce genre les trucs de base, trucs-là. tu vois, pour... Et le fait que ces gens-là qui sont dans l'incivilité, eux, opère en toute impunité, à un moment donné, ça crée un climat aussi sur ceux qui sont dans l'étage du dessus, dans la délinquance, d'aussi une certaine impunité, et puis l'étage encore en dessus. Et, enfin voilà, on te demande de mettre un masque, tu butes le chauffeur de bus qui te l'a demandé, quoi. Mais je suis pas sûr qu'il y a un lien, mais par contre, là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'il est vrai, mais c'est un autre sujet que celui des crimes de ces derniers jours. C'est effectivement, je pense, que c'est très important au quotidien de remettre effectivement des adultes dans la cité. On en parlait aussi déjà. Bah oui, c'est non mais déjà des policiers. Des policiers. Oui, moi, je vois jamais de policiers. D'accord. Alors Gilles veut remettre des policiers et Gilles sera le premier dès qu'un policier sera peut-être un peu violent avec un jeune interpellé à dire c'est quoi ces policiers qui se croient tout permis. Le problème c'est qu'on passe notre temps à dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on veut des policiers partout et puis quand ils sont là on n'est pas content. Mais non, mais c'est un peu ça aussi. Je m'inscris en faux, monsieur Truffaut. Mais si, bien sûr que ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais si. Regarde les manifestations quand il y a les casseurs, on dit que fait la police et puis quand les policiers sont là pour empêcher les casseurs, mais la police est trop violente. On passe notre temps finalement à vouloir tout et son contraire. Non. Et en matière de sécurité, c'est un peu la même chose. Moi, je pense que plus il y a d'adultes, mieux ils sont respectés, que les policiers ont aussi le droit d'être bien formés et d'interpeller les gens avec le niveau de violence minimale nécessaire, etc. Oui. Et moi, je suis prof, c'est pareil, à l'école, je pense que vraiment, il faut remettre l'autorité des profs, il faut qu'il y ait plus de surveillants, plus d'adultes, que les sanctions soient respectées, et je pense que là, ça calmera aussi tout le monde. Ça marche. Julien, on a retrouvé Julien. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Du côté de la Savoie à Challes-les-Eaux, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Alors, Emmanuel Macron qui utilise le terme incivilité pour parler de ces faits de violence parfois extrêmement graves qui se sont produits ces derniers jours. Oui, alors moi je pense que les mots ont un sens et je pense que le président de la République, s'il n'arrive pas à mettre un nom sur des actes qui sont criminels, je pense que c'est parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas ce que ça veut dire, je pense. Quand, malheureusement, et je le regrette, lors des manifestations qui dégénéraient pour les Gilets jaunes, on assistait à des permanences qui étaient dégradées. Vous savez, par quelques excités qu'il faut condamner, bien sûr, parce que la permanence, c'est un parlementaire, c'est un représentant de la République, il a le droit d'avoir... Voilà. Je vais vous citer ce que disaient des représentants de la République En Marche. On parlait d'attentats, d'actes odieux et scandaleux, et on allait jusqu'à dire que c'était de la haine de la démocratie. Et là, pour une personne qui se fait attaquer par balle, enfin un pompier qui se fait attaquer par balle, alors qu'un pompier, ça va, il est là pour sauver les gens. Une jeune femme qui se fait écraser à Lyon. Un chauffeur de bus qui est battu à mort pour avoir simplement rappelé des gestes de civisme. C'est-à-dire que quand on monte dans un bus, on met son masque. Moi, quand je vais à la banque, on paye le ticket, etc. Et on parle d'incivilité. Alors, je sais pas, après, ça sert à rien de faire des grands discours en allant voir les familles, etc. Quand on parle d'incivilité, ce sont des actes graves et des actes criminels. Moi, si j'étais la famille de ses proches, je serais scandalisé. Parce que pour moi, les mots ont un sens. Et si le président de la République et le représentant de la nation n'arrivent pas à dire que ce sont des actes odieux, barbares, qui méritent une tolérance zéro, alors là, moi, je comprends pas, parce que là, on parle d'incivilité qui mérite de tolérance zéro. Il va même plus loin, parce que, je sais pas si vous avez bien vu le passage, j'ai entendu le passage, il dit, ça va changer, en gros, maintenant, c'est... Mais on a du mal à y croire, en fait, parce qu'il dit pas, d'ailleurs, comment ça va changer. Ça fait 30 ans que ça dure qu'on nous entend la tolérance zéro. Et ça fait 30 ans qu'on voit que moi j'habite dans un lieu où on est très tranquille. Moi, la grande délinquance, les règlements de compte, on ne sait pas ce que c'est par chez nous. Les incivilités, c'est ce qui nous pourrit au quotidien. C'est le petit conflit de voisinage. C'est la personne, moi pour tout vous dire, je me suis fait dégrader ma voiture parce qu'il y a 2 jeunes qui n'avaient pas rangé leurs détritus dans la copropriété. Vous voyez où ça va? Oui, mais ça c'est pas Emmanuel Macron, chef de l'État, qui va régler ça. Non, pas du tout. Ça, c'est des incivilités. Là, une incivilité, c'est pas une personne qui se fait massacrer quand il travaille ou quand on se fait tirer par balle. Ça, on appelle ça des crimes qui sont faits. C'est pas des délinquants. C'est des personnes qui sont des meurtriers. Et pour moi, les mots ont un sens. Parce que si on n'arrive pas à définir correctement le problème, on n'arrivera jamais à régler le problème. Non, mais Marianne Soubray. Julien, vous avez absolument raison sur le terme. Je pense qu'on est tous d'accord d'ailleurs autour de la table. Ce terme ne va pas. Ça va pas du tout avec la question qui lui était posée.
Après, je pense que ce sont deux problèmes distincts. Il y a effectivement cette grande délinquance, cette grande criminalité qu'il faut absolument punir, hein, je veux dire poursuivre et punir, ça c'est une chose, mais qui finalement ne touche pas tous les Français au quotidien. La preuve, vous venez de nous le dire, hein, vous êtes dans un... Mais il y a aussi l'incivilité, et je pense que pour qu'on ait le sentiment aussi de vivre tranquillement et d'être heureux dans notre pays, parce que heureusement pour nous, on ne vit pas tous dans des quartiers de grande délinquance, etc. Je pense que les deux doivent être traités. Alors évidemment, il y a beaucoup plus d'urgence à traiter les graves crimes, évidemment, mais la petite incivilité, c'est-à-dire que ça passe aussi par des moyens dans la police. Mais pas seulement, mais c'est nous aussi, on ne pourra pas mettre des flics derrière chaque personne qui jette par terre. C'est d'abord un comportement individuel. C'est nous. Mais enfin, moi, où je suis d'accord avec toi, Marianne, c'est qu'il y a des affaires qui montrent qu'il y a porosité entre les deux catégories. Oui, quoi. Le chauffeur de bus à Bayonne, alors il devait avoir un casier, le mec. C'était plusieurs. Mais c'était pas un chef de cartel, quoi. À la base, c'est le mec qui veut pas mettre son masque. C'était pas un chef de cartel, je veux dire. Bien sûr, non, mais tu as raison. Il veut pas mettre son masque, il veut pas payer le métro. On le réprimande, il s'en prend physiquement au mec au point de le tuer, quoi. Je trouve que c'est ça qui est grave. Oui, mais enfin, c'est quand il n'y a plus de catégories, mais il y a porosité entre les deux. Ça reste quand même des faits exceptionnels. Et certes, c'est des faits exceptionnels. Les gens qui ont renversé l'aide-soignante, là. Oui, Axel, ouais. Ouais, Axel. Volontairement, hein. Il faut expliquer ce qui s'est passé. Je ne crois pas non plus que c'est des chefs de cartel, quoi. J'ai une question sur Axel. Attends, est-ce qu'on a eu une réaction du maire de Lyon que j'ai cherché moi? Non, il se bat contre la 5G, le maire de Lyon. Est-ce que tu te rends compte quand même? Non, mais franchement, moi j'ai cherché sur Twitter s'il y avait, parce que sur Twitter il avait fait un tweet. Il a fait un tweet sur Nantes, sur la cathédrale de Nantes, et il a ce très grave fait divers. Et voilà, c'est un fait divers parce que c'était le terme. Mais c'est pas un règlement de compte entre trafiquants de drogue d'un quartier à l'autre. Là, on n'est pas dans la très grande criminalité. On est sur des gens qui deviennent des criminels parce qu'ils ne respectent pas les règles. On ne connaît pas le profil des personnes qui ont, rappelons-le, renversé. Oui, Julien, simplement, pour Axel, parce que là on parle d'un fait, il faut expliquer de quoi il s'agit. C'est une aide-soignante en fait qui a eu des mots avec des gens sur l'histoire sur un chien, et ils l'ont volontairement percuté pour se venger en quelque sorte. C'est horrible. Cette aide-soignante, ils l'ont percuté volontairement, ils l'ont traînée sur 800 mètres, elle est morte, et ceux qui ont fait ça se sont rendus ensuite à la police. Et je suis en train de regarder en même temps si effectivement le maire de Lyon a réagi là-dessus. Je ne vois pas de réaction, et en même temps ça changerait quoi? Dans ce cas-là, il réagit pas sur Nantes. Oui, mais attends, excuse-moi, mais enfin, je veux dire, tu peux pas non plus. T'es maire de Lyon, tu réagis sur l'incendie de la cathédrale de Nantes. Très bien, hein, je veux dire, mais tu peux pas réagir sur Nantes et ne rien dire sur quelque chose qui émeut quand même complètement la France. Enfin, je veux dire. Et qui se passe chez toi. Oui, et qui se passe chez toi. Je suis tout à fait d'accord avec Marianne, mais par contre, là-dessus, moi, j'ai un autre point de vue, c'est que je pense vraiment que c'est une erreur pour les ministres, pour le président, pour les grands élus, d'avoir des comptes Twitter. Je trouve que c'est complètement ridicule. Mais ils sont tout le temps attendus sur tout, et donc et dès qu'ils loupent un truc. Voilà, et le délire de la communication. Tu peux pas louper. T'es maire de Lyon, tu peux pas le louper. Enfin, je veux dire, faut arrêter les bêtises. On continue d'en parler. Ces incivilités, le terme utilisé par Emmanuel Macron pour qualifier les faits de violence qui ont choqué ces derniers jours. Est-ce que ça démontre finalement une sorte de laxisme judiciaire? C'est ce que dit en tout cas une partie de la droite. Qu'en pensez-vous? Le 32-16 pour réagir. RMC.fr également pour nous envoyer des mails. À tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. La suite des grandes gueules sur RMC et sur RMC Story, la télé. Vous nous accompagnez, vous êtes avec nous tout l'été. Et nous aussi, on est content de vous accompagner cet été, en juillet et en août, toujours en direct avec Marianne Soubré aujourd'hui, Didier Giraud et Gilles Ravaud. Incivilité, le terme utilisé 2 fois au moins par Emmanuel Macron hier pour qualifier des faits de violence comme le chauffeur de bus mortellement agressé à Bayonne, ou encore cette jeune aide-soignante Axel traînée par une voiture sur 800 mètres. Eh bien, ça a choqué notamment ceux qui nous appellent au 32-16. Thierry est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. C'est trop faible comme terme? Ah bah oui, je
vois pas pourquoi il emploie ce terme-là. Le problème, c'est pas la TCU. Comme le disait l'un de vos précédents auditeurs, c'est un crime. C'est un crime. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, ici, je vois, c'est la justice. C'est là où ça va pas. Pour vous dire, ici, à Arras, on a eu des rixes. Et donc, ils ont été... les policiers ont très bien fait leur travail. Ils ont comparution immédiate et ils ressortis libres. Voilà, ce sont des crimes que l'on doit punir. Il faut tout changer. Il faut vraiment que la justice se réveille. Parce qu'on n'en sortira jamais de tout ça. Jamais. Oui, mais la justice, pourquoi ça serait la justice qui sera en faute? Parce qu'elle est trop laxiste. Non. En fait, alors là, franchement, Marianne Soubray. alors je vais être très claire. L'avocate Marianne Soubray. La justice, dès qu'elle peut condamner, qu'elle a des éléments suffisants pour condamner, parce que souvent le problème, c'est l'absence d'éléments suffisants. On n'a pas les preuves, surtout si vous avez une grosse bagarre, savoir qui a donné le coup, etc. Si vous n'avez aucune image de vidéosurveillance, c'est très compliqué. Donc parfois il y a des relax au bénéfice du doute, parce que c'est la loi et c'est comme ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ne pas oublier que c'est Rachida Dati qui a passé à 2 ans, en fait, la possibilité d'aménager une peine jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. On peut l'aménager, vous n'êtes pas obligé d'aller en prison. Donc ça vient de Rachida Dati, excusez-moi. Ça, on l'a revu. C'est terminé, ça. Belloubet a changé. Oui, là. mais c'était elle qui l'avait mis en place. Et enfin, là, on parle de choses, c'est pas 2 ans de prison pour le chauffeur de bus. Et ensuite, il y a autre chose, c'est que au-delà de cela, il y a aussi le problème, c'est que si vous voulez incarcérer quelqu'un, et c'est ce que disait Didier tout à l'heure, et il n'a pas tort, c'est que bien souvent, il faut que quelqu'un sorte parce qu'on a un problème de suroccupation des prisons. Et je dis pas que c'est bien, moi j'ai pas envie forcément que les gens soient tous dehors. Je dis simplement que on n'a pas assez de place et assez de places dignes. C'est-à-dire qu'on est régulièrement condamné par la Cour européenne parce que nos prisons, en fait, elles sont aujourd'hui surpeuplées. Beaucoup moins avec le Covid, hein, voilà. Mais parce qu'on a lâché des gens. Absolument, mais c'était pour des raisons sanitaires. Et donc, en fait, tant qu'on n'aura pas construit des places de prison, on aura aussi ce problème. La question va au-delà de ça, et il y a d'ailleurs un débat. Y a-t-il un ensauvagement de notre société? Est-ce que oui ou non? Alors certains disent non, ça a toujours existé. Voilà, je vais me faire insulter, mais notre vie aujourd'hui est beaucoup plus sûre. Mais statistiquement, il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a une intolérance, et tant mieux d'ailleurs. On a une intolérance, si tu veux, à l'insécurité, tant mieux. On veut tous vivre dans une société où on se sentirait vraiment en sécurité. Mais avant, c'était beaucoup plus dangereux. Sauf que il suffit de regarder. Hein. C'est que l'information qui a changé par rapport à ça. C'est ça aussi. Enfin, moi, il y a une rubrique dans le journal local chez moi où on te remet le journal d'il y a 50 ans. Il y avait toutes les semaines un crime dans la région. Mais il était relaté que localement, quoi. Certainement que si on vivait il y a 50 ans, on n'aurait jamais entendu parler. Il n'y a pas de problème alors. De tout ce que... Non, je dis pas qu'il n'y a pas de problème. C'est pour étayer ce que dit, c'est pour étayer ce que dit Marianne. On a le droit d'aspirer à une société plus sûre, mais elle est statistiquement bien plus sûre qu'il y a 50 ans ou il y a 30 ans. L'idée qu'il y aurait un ensauvagement de la société. Moi, c'est ce que je lis, ce que j'entends beaucoup. Je pense que par contre, les incivilités sont plus grandes. On se comporte moins bien au quotidien, on se respecte moins. Qu'il y a des vraies incivilités, c'est pour moi. C'est quoi, à cause de quoi? De l'éducation, de chacun pour soi. Il y a un peu de laxisme sur la partie incivilité pure, quoi. Mais l'incivilité pas grave, quoi, tu vois. Je vais vous poser une question à Maître. Oui. Oui. Maître, je vous pose une question toute bête, hein, vous savez, éclairer ma lanterne. On pourrait pas mettre un bracelet aux petites peines pour les grosses peines, justement, à ce qu'ils aillent en prison? Est-ce qu'on a les moyens dans ce pays ou pas? Ah ben oui, non, mais alors en fait, le problème aussi, je vais vous dire, c'est que ça coûte de l'argent un bracelet. Parce qu'un bracelet, c'est pas que le bracelet, c'est vous devez avoir le personnel qui surveille, parce que le bracelet, en fait, il bip si vous n'êtes pas dans les clous par rapport à vos obligations. Donc en fait, on a en réalité... pas suffisamment d'argent, et c'est toujours un problème d'argent. Et moi, je préférerais, et normalement, c'est le principe aussi, hein, le principe, c'est que les petites peines, justement, on les exécute comme ça. Mais on n'a pas assez de juges d'application des peines, on n'a pas assez de greffiers pour ces juges-là, on n'a pas assez de policiers non plus pour pour effectuer le suivi. Donc, voilà, c'est l'argent le problème. C'est nerf de la guerre, en vrai. Oui, bien sûr. Ouais, pas seulement. Est-ce qu'on peut pas tous réfléchir ensemble, justement, alors, mettons de côté les crimes
problème, effectivement, et cette violence qui aboutit à des meurtres, et les incivilités, comme le dit Didier, où c'est ça qu'en fait qu'on voit le plus souvent, les incivilités. Moi, je pense que les incivilités, c'est quoi? C'est parce que on est dans une société individualiste, chacun pour soi. On fait pas attention à l'autre, c'est quoi? Alors, c'est sûrement ça. Je pense que c'est comment dire ça? Je pense que c'est la contrepartie du fait que la société est beaucoup moins hiérarchisée qu'avant et beaucoup plus fluide. Moi, je le vois très bien. Ça fait 20 ans que j'enseigne. Je vois très bien. Quand j'étais étudiant à la fac, le prof de fac, il était inaccessible. C'est-à-dire que même quand il était là en amphi, moi, j'étais le seul à oser aller le voir pour poser une question à la fin. Tous les étudiants étaient terrorisés parce que c'était le prof d'amphi, on n'allait même pas lui parler. Moi, maintenant, je reçois, j'avais pas reçu beaucoup, mais ça m'arrive aussi parce que la technologie le permet, de recevoir des mails en mode texto de certains de mes étudiants. Vous voyez, en 20 ans. Et donc là, le rapport, il a complètement changé. Et donc d'un côté, c'est bien parce que cette société hiérarchisée, il y a aussi beaucoup de frustration, beaucoup de conflits. Mais maintenant, je pense qu'on a une proximité les uns les autres qui fait que on se rend pas compte que on se parle pas de la même façon suivant qu'on est son pote, son prof. Et donc nous, et pourtant vraiment en plus vraiment, je vis pas du tout des étudiants de milieux défavorisés, donc c'est pas du tout une question de classe sociale. Et je pense que ça concerne vraiment l'ensemble de la société. Mais nous, on fait de plus en plus de travail avec les collègues pour recadrer les étudiants. Il faudrait un peu plus de verticalité. Ouais. Là, je suis d'accord avec Manu. C'est ce que disait Emmanuel Macron. Non, mais il faut remettre de la verticalité. Je finis juste, il y a des étudiants qui viennent pour soutenir leur mémoire de master, qui est quand même leur dernier, plus 5, leur dernier diplôme, c'est un moment important dans leur vie, et qui viennent en t-shirt soutenir leur mémoire, quoi. Et on a dit, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Oui, donc en fait, ils voient même plus. Et ce que je trouve triste pour eux, plus le mal. Non, mais surtout, ce que je trouve triste pour eux, c'est qu'ils voient même plus pour eux que c'est un moment solennel et important de leur vie. Donc il faut se faire un minimum. Mais pour eux-mêmes. Mais surtout quand ils auront un entretien d'embauche. Oui, c'est ce qu'on leur dit. Et même déjà la soutenance même si nous on est décontractés, tout ça, c'est pour eux c'est un moment important. Et je pense que retrouver la solennité. Mais il y a des profs qui sont en t-shirt aussi. Je n'en connais pas personnellement. Non, mais il y a des profs. Non, mais sérieusement, oui, bien sûr. Il y a des profs aussi, peut-être. C'est aussi l'image que tu renvoies. L'adulte doit montrer l'exemple aussi. Non, mais moi, le premier. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Mais à la fac où on a un autre rapport avec les étudiants. Même au lycée. Oui, mais par contre, voilà, la soutenance de mémoire, c'est un moment solennel. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que si toi, tu fais ce travail-là en tant que prof de fac, ça veut dire qu'avant, personne l'a jamais fait, quoi. Ça veut dire que le truc, il est ancré dans notre société, l'irrespect. Globalement, l'irrespect, c'est une valeur qui est rentrée dans les têtes de tout le monde, quoi. Les enfants respectent plus leurs parents, pas tous. C'est une question d'éducation aussi, la façon dont tu éduques tes enfants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un glissement de la société qui est global, quoi. Quand un prof de fac est obligé de dire à un mec qui vient présenter son master, ça serait mieux que tu sois pas en t-shirt, ça veut dire que pendant toute sa scolarité, cette désinvolture a été tolérée, quoi. Voilà, c'est ça. Merci à Thierry. Puis le mot de la fin, c'est Christelle qui l'aura. Bonjour Christelle. Bonjour. Elle est pharmacienne du côté de Vendre dans l'Hérault, c'est ça? C'est ça. Alors ces incivilités, le terme incivilité utilisé par Emmanuel Macron, vous en pensez quoi? Alors moi c'était pour... Alors attendez, on vous entend pas bien Christelle? Oui, vous m'entendez mieux? Voilà, parfait. Voyelle. Au niveau collaborateurs, c'est vrai que la plupart d'entre nous, on n'est pas confrontés à la grande criminalité. Et c'est vrai que les incivilités, on les vit au quotidien. Alors moi, un truc tout simple, on parle toujours d'amendes qui ne sont jamais payées. Pourquoi quand on se fait... Attendez Christelle, pardon, mais je suis désolé, on vous entend pas bien alors. Essayez de vous positionner dans un endroit où ça passe mieux. Je suis dehors. Donc je me disais, moi, pourquoi ne pas créer comme un fichier? Vous êtes arrêté dans la rue, vous avez toujours normalement vos papiers sur vous. Que les fichiers ne soient pas connectés entre les CAF, les impôts, et que quand vous avez une amende, vous la payez. Le fait d'être insolvable, c'est pratique pour plein de choses. Quand on a une amende, on la paye. Ah oui, il faudrait directement 5 € par mois. percevoir l'amende directement, en fait, sur le salaire. On paye, Christelle. Mais pour tout... Sinon, elle est majorée. Bah oui, mais vous savez très bien qu'il y a plein de gens qui échappent à plein de choses. On n'est pas solvable. On peut reparler des loyers impayés, de tout ce que vous voulez pour plein de choses. Il faut taper au portefeuille, c'est ce que vous dites, Christelle. On le paye. Et ben, si on doit mettre 2 ans à payer, même 10 € par mois, eh bien on le paye. Vous allez voir que quand les gens sont vraiment pris la main dans le sac et qu'ils doivent vraiment payer,
on réfléchit à beaucoup de choses. Alors on est bien d'accord, on ne parle pas de grande criminalité, on parle des petites choses qui empoisonnent la vie de tout le monde au quotidien. Une petite sanction pécuniaire à la clé, ouais. Mais c'est peut-être bête d'en arriver là, mais c'est trivial et c'est comme ça. Encore faut-il avoir le personnel pour dresser ces amendes. Oui. Je pense qu'à notre ère en ce moment, avec tous les programmes informatiques qu'on est capable de faire, je pense qu'il peut y avoir. Vous savez, vous êtes un citoyen lambda sans problème. Si on doit vous retrouver quelque part en France, on vous retrouvera toujours avec les impôts. Vous payez vos impôts, ça, il n'y a pas de problème, on vous retrouve. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de. Je pense qu'on est capable de créer des fichiers de connexion entre la justice et les CAF. Ça se fait, mais avec une lenteur telle, je pense que c'est le genre de choses qu'on pourrait tout à fait améliorer. D'accord. Merci Christelle. Et comme ça, au moins, il y aurait une sanction à chaque fois qui serait payée. Il y aurait une obligation de payer les amendes. Merci Christelle d'avoir appelé au 32-16. On va regarder le résultat de notre consultation. À Macron qui parle d'incivilité, est-il hors sol? Eh bien, vous dites oui à 79% sur rmc.fr et sur notre compte Twitter, c'est à peu près le même résultat, 82%. Donc hors sol à 82%. Il va falloir qu'il travaille son vocabulaire. Dans un instant, tiens, justement, le monde de Macron, les masques gratuits pour tous, c'est ce que veut la gauche. Macron a dit non, il va vous expliquer pourquoi dans un instant. RMC jusqu'à midi. Jusqu'à midi, les grandes gueules. La suite des grandes gueules sur RMC Story, autour de la table Didier Giraud, notre agriculteur, Gilles Raveau, le professeur d'économie, Marie-Anne Soubré, l'avocate. Le monde de Macron, c'est maintenant. RMC. Les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Vous savez, il y a un débat sur le masque. Faut-il rendre gratuit ce masque qui est désormais obligatoire dans tous les lieux fermés accueillant du public? C'est un débat qui est porté notamment par la gauche, qui estime que puisqu'on nous oblige à porter un masque, c'est quand même un certain coût pour certains, donc il faudrait rendre gratuit ce masque pour tout le monde au nom de l'égalité républicaine. Hier, Emmanuel Macron a dit non. Il était important que tous nos concitoyens y aient accès et que celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un masque qu'on appelle grand public soient aidés. Ensuite, l'État et le contribuable français n'a pas vocation à payer des masques gratuitement pour tout le monde tout le temps. Et donc je pense que ça doit rester une politique sociale. L'État n'a pas vocation à acheter des masques à tous les Français. En revanche, Olivier Véran l'a dit hier, on va aider les plus défavorisés, on leur donnera des masques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou au contraire, il faudrait, comme le dit par exemple Adrien Quatennens ce matin sur RMC avec Laurent Neumann, il faut la gratuité pour tous. Gilles Raveau. Là, c'est de la soupe. L'État n'a pas vocation à payer les masques. Mais l'État, moi je peux dire aussi, l'État n'a pas vocation à aider Air France, l'État n'a pas vocation à aider Renault, l'État n'a pas vocation à rebâtir la cathédrale de Nantes. Enfin, cette phrase ne veut strictement rien dire. En termes de santé publique, c'est sûr qu'il faut que tout le monde ait des masques. Donc vous pourrez dire, il y a une certaine logique à ce que ce soit gratuit. Le premier problème qui se pose si c'est gratuit, c'est qu'il y a du gaspillage. Il y a déjà plein de masques qui sont partout par terre. Si les masques sont gratuits, c'est sûr que ça va y avoir un gaspillage énorme. Et ça va coûter cher parce qu'il faut beaucoup de masques. Ça va coûter cher. Là, on est dans une... Non mais là, c'est toute la population française à partir de 11 ans. Mais Olivier, en temps normal, je serais d'accord, mais là, on est dans les valses de centaines de milliards d'euros, si vous voulez. Donc un chèque en plus, voilà, c'est pas grave. Vous allez avoir du mal à me faire pleurer pour les masques. Moi, je pense que là aussi, comme sur beaucoup de trucs, on prend le problème à l'envers. Quand vous avez une moto, le casque est obligatoire, il n'est pas gratuit. Quand vous avez une voiture, l'assurance elle est obligatoire, elle n'est pas gratuite. Donc moi, ce que je pense... Voilà, la moto, on t'oblige pas à avoir une moto. Voilà. Là, on nous oblige à être masqué. Oui, mais par contre, pour plein de boulots, tu es obligé d'avoir un truc motorisé et donc faut que tu aies... bref, il y a plein de trucs qui sont obligatoires. Oui. Et c'est normal et qui ne sont pas gratuits. Donc c'est pas un super argument. Donc moi, mon truc, c'est de dire les masques, le prix devrait être régulé le plus bas possible. Il est déjà. Je te rappelle qu'il y a un plafond sur le masque chirurgical, c'est 95 centimes d'euros. Oui, mais on en parlait l'autre fois. Il n'y a pas de plafond sur le masque en tissu parce que là, ça dépend quel type de tissu tu achètes. Qui coûte combien à produire ?
Ouais, c'est ça, voilà. Non mais c'est la loi du marché, ça. Mon ami, tout le monde veut avoir le même produit au même moment, et il est plus cher. Non, mais moi, je pense que 95 centimes, c'est beaucoup trop. Et que d'une façon générale, c'est l'erreur qu'on fait. C'est pareil pour le bio. Je passe à un autre sujet sur la bouffe en disant il faut subventionner. Il faut arrêter ce délire. Il faut simplement, et c'est possible, que tous les gens aient un boulot et un salaire correct. D'accord, mais est-ce que oui ou non, le masque doit être gratuit pour tout le monde? Non. Marianne Soubray. Non, mais tu sais, en fait, quand tu réfléchis, moi, dans mon métier, alors, je vais pas au tribunal tous les jours, mais chaque fois que j'y vais, je vais avoir besoin d'un masque chirurgical parce que le masque en tissu, je peux pas plaider avec. J'y arrive pas, c'est trop compliqué. Mais dans la vie de tous les jours, pour les gens, ils vont pas faire leurs courses tout le temps. Ils prennent peut-être le transport matin et soir, mais et encore pas tout le monde, beaucoup sont en voiture. Voilà. Et un masque en tissu que tu peux réutiliser, que tu peux laver, suffit. Donc en réalité, c'est pas une obligation de masque tout le temps pour tout le monde, et on n'est pas tous obligés d'en dépenser tous les jours. Donc ça, voilà. Et à partir de là, tu peux en avoir des réutilisables et en tissu. Les 3/4 des mairies, moi ma mairie, ils en ont offert 2 quasiment par personne. La mairie de mon cabinet, c'est pareil. Donc les 3/4 des mairies ont fait ce job-là, à te donner en fait des masques réutilisables. Donc il y a eu déjà un gros budget là-dessus. Après que des gens vraiment très malades ou en situation de faiblesse aient besoin de masques, mais c'est déjà prescrit en fait. Voilà, c'est déjà prescrit et c'est déjà remboursé par la sécurité sociale. Alors il reste effectivement les gens les plus vulnérables comme les personnes SDF, ça je pense que c'est important, ou les personnes vraiment très pauvres. Et là ça me dérange pas vraiment, et je trouve ça même normal qu'on les aide. De la même façon que, par exemple, pour arrêter de fumer, les patchs, etc., c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, on peut envisager des choses comme ça. Mais pour une toute petite catégorie de personnes qui, effectivement, n'auraient pas les moyens et à qui on pourrait donner, en fait, des masques en tissu. Mais honnêtement, les 3/4 des mairies l'ont fait. Didier Giraud. Je suis d'accord avec ça. T'es d'accord avec Emmanuel Macron? Non. Enfin oui, d'accord avec Emmanuel Macron. D'accord, oui ou non avec, oui, avec le fait que les masques ne seront pas gratuits pour tous. Voilà, la gratuité, enfin ce qui est gratuit d'ailleurs, comme tout ce qui est gratuit, il n'a pas de valeur. Donc les masques gratuits, c'est d'abord ceux qui seront dans le caniveau, quoi. Et je pense que c'est lié avec le sujet d'avant, quoi. La gratuité, elle emmène à ne pas considérer la valeur des choses, quoi. Et donc à ne pas respecter les choses. Et je pense que, c'est quand même pas la mer à boire que de se trouver un jeu de masque en tissu quand t'es comme moi, de façon occasionnelle et très occasionnelle, devoir porter le masque. Et puis d'aller sur des masques. Tu le portes, par exemple, quand tu prends ton train pour venir ici. Bah voilà, je le porte pour prendre mon train pour venir ici. Oh, je vais dire les courses, on confesse à ma compagne, si je peux m'éviter, je m'évite. C'est pas toi, je suis pas un grand pourvoyeur dans les magasins, moi. Voilà. Oui, c'est ta compagne est masquée. Oui, non, mais je veux dire, je peux être amené une fois dans la semaine à remettre un masque, mais voilà, je porte le masque 2 jours dans la semaine. Donc c'est pas un budget énorme. Non, mais voilà. En plus, j'ai les masques en tissu lavables, donc je trouve que faire un débat de société autour de ça, faire un débat politique. Enfin, c'est pas un débat de société, mais moi je emmener dans la société un débat politique là-dessus, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Écoute, on rembourse le Doliprane, est-ce qu'on devrait pas rembourser le masque, sachant que les médecins nous disent il faut vraiment le mettre, c'est une question. Non, mais est-ce que s'il n'est pas remboursé, les gens le mettront moins? Je crois pas. J'en sais rien. En tout cas, les gens le mettent pas. Oui, mais les gens l'ont moins mis. Les gens l'ont moins mis. Pauvres dont on a vu que le Covid touchait beaucoup plus fortement. Mais à quel moment ils en ont besoin, en fait? Si, les gens qui travaillent notamment. Les familles pauvres, qui sont dans les transports en commun le matin. Mais oui, mais c'est ça, t'as les masques en tissu et je veux bien qu'on les aide. Et après, les caissières, heureusement d'ailleurs, c'est leur employeur qui leur fournit, encore heureux. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fournissent ces masques. Les clusters qu'il y a eu dans les abattoirs, c'est des mecs qui ont continué à travailler pendant tout le confinement et qui travaillaient avec des masques. C'est des gens qui travaillaient avec des masques avant le Covid. Après, c'est des gens qui travaillent sous ambiance, où on recycle l'air. Là, ça pose peut-être un autre problème. J'ai vu que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, allait fournir des masques gratuitement à tous les lycéens. Bon, pour l'instant, les lycéens, ils sont pas dans les lycées, mais ça veut dire donc, parce qu'on n'en parle pas, c'est un sujet tabou, c'est qu'en septembre, la rentrée scolaire elle va être masquée.
Ça veut dire moi, ça. je pense, oui. Ah oui, non, mais ça paraît logique. j'ai trouvé que c'était intéressant cette information parce que pour l'instant, Blanquer nous a rien dit là-dessus, Véran non plus, mais que Pécresse prenne les devants et annonce aujourd'hui au cœur de l'été, alors que tout le monde est en vacances. Je sais pas ce qui va se passer. Non, Moi, mais je m'inquiète sur les Je facs. ressors mon petit drapeau de prof de fac. J'aimerais que la nation se soulève pour défendre les universitaires et surtout les étudiants. Toutes les facs sont en mode délirant. Ma fac est fermée à la rentrée. Mais c'est dingue, pourquoi ça? Mais attends, les facs, elles sont toujours fermées à la rentrée. Elles rouvrent au mois d'octobre, les facs. Donc, ça va pas changer grand-chose. Vous avez fermé au mois de mars, comme d'habitude, et puis vous rouvrez en octobre. Donc, il n'y a pas grand changement pour moi. Hein. C'est pas faux non plus. Si tu veux, on en cause. Hein. J'ai un cas concret à la maison. Donc, il sait pas quoi en faire sur l'étudiant. Étudiante d'ailleurs. Alors, il se trouve que c'est faux, parce que ce que tu dis, c'est vrai quand nous étions jeunes, toi et moi, à la fin du 19e siècle. Mais très sérieusement, les calendriers ont beaucoup changé, parce que la deuxième session d'examen moi aussi, a lieu dans la foulée de la première. On finit en juin. On bosse comme des tarés l'été, parce que nous, universitaires, contrairement aux agriculteurs, on bosse dur toute l'année. Et en septembre, on rouvre début septembre maintenant, dans la plupart des facs, et moi, même les services administratifs rouvrent à la mi-août. Donc il faut arrêter avec ce truc des facs qui rouvrent en octobre. Mais par contre, très sérieusement, moi je suis scandalisé parce que là, nos jeunes, ils galèrent pour trouver du boulot. Et on va en plus massacrer la prochaine génération. Pardon, je fais mon petit quart d'heure. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Les facs restent fermés. Et en fait, pourquoi? C'est exactement ce que tu dis. Pour des questions d'argent. Parce qu'elle se dit, évidemment, s'il n'y a pas de cours, il n'y a pas de prof. Comme il y a énormément, il faut le savoir, à la fac maintenant, dans certains diplômes, la majorité des enseignants sont des précaires, sont des intermittents du spectacle, si vous voulez, universitaires. Et donc là, pas de cours, pas de vacataires, pas de pognon à dépenser, soi-disant des cours à distance, les gamins qui vont tous décrocher les uns après les autres. On s'avance vers un massacre sans précédent des étudiants. Notre ministre ne fait strictement rien et ça n'intéresse personne. Et moi, ça me rend très triste. Voilà. Dans le monde de Macron, toujours lié au virus, on a appris que la SNCF avait installé des bornes dans ses gares pour prendre la température. La SNCF va expérimenter ce dispositif pendant l'été, notamment pour les clients du TGV. Alors, c'est bien cette prise de température, mais pour le moment, c'est uniquement sur la base du volontariat. Et en cas de fièvre, la SNCF ne peut pas refuser l'accès au train. Donc, quand j'ai lu cette information, je me dis, non, mais peut-être qu'il va voyager. C'est pas beaucoup d'énergie dépensée pour rien. Peut-être qu'il va voyager fermé dans les toilettes, enfermé à double tour dans les toilettes. Non plus. Donc, en fait, tu vois ce que j'aimerais, moi? À quoi ça sert? La SNCF, avant de mettre des bornes qui prennent la température et qui doivent coûter les yeux de la tête et qui ne serviront à rien parce que ça va pas t'exclure de prendre le train, j'aimerais, moi, qui prends le train, que les bornes qui distribuent du gel, une fois sur deux, elles te donnent pas de l'air, quoi. Hein, parce que aujourd'hui, les bornes qui distribuent du gel, une fois par semaine, je m'en sers, c'est à peu près une fois sur deux où elles sont vides, quoi. Hein. Enfin, quand même, reconnaissez, Marianne, c'est à quoi ça sert de dire aux voyageurs, prenez votre température, de quoi qu'il arrive, si vous avez de la fièvre, vous avez le droit de monter à bord. Il y aurait, tu sais, parce qu'on voit ça dans les dessins animés, c'est une scène dans Monstres et compagnie, tu vois, ça revient de loin. T'as une alerte et là tout d'un coup tout le monde en fait il tombe en fait des espèces du ciel, t'as des gens qui viennent arrêter parce que là à la limite il y aurait une alerte, c'est-à-dire le gars il a 38, le truc se met à hurler, vite on arrive, des infirmières, des médecins etc. À la limite ça aurait une utilité tu vois. Mais est-ce que tu imagines le gars ou la femme d'ailleurs, ça peut être un homme ou une femme, qui a fait ses bagages, qui part en vacances, avec ses enfants et tout. On sait jamais, qui a ses gosses en plus, qui hurle et tout. Et alors il se met devant, et là le truc lui dit, vous avez 38. Tu crois qu'il va dire, finalement, alors. Allez, c'est terminé, on rentre à la maison. Allez, on va rentrer. Sachant qu'il peut avoir 38. Ça s'appelle une incivilité, madame. Oui, mais non, mais il peut avoir 38 pour d'autres. L'apologie de l'incivilité. Oui, mais attends, pardon. Je dis que personne ne le ferait, c'est tout. On peut avoir de la fièvre pour d'autres raisons que le virus. Est-ce que ça va t'empêcher de prendre le train? Autorisé maintenant? Je sais pas. Et à l'inverse, on peut avoir le virus et ne pas avoir de fièvre. Donc ça sert à rien ces bornes. Moi, ça me fait marrer. On est d'accord. Il y en a une ici. Alors moi j'y vais. Oui, mais non mais attends. Il faut préciser qu'ici, si tu as 39, tu dégages. Si tu as de la fièvre, tu n'as pas le droit d'entrer dans le bâtiment. Moi je suis allée devant et alors tout à l'heure le truc m'a dit que j'avais 36,3 et j'ai trouvé que c'était quand même, ça fait pas beaucoup 36,3 tu vois. Donc bon j'en sais rien mais voilà. J'avais parlé 38. C'est vrai que
t'auras réchauffé, faut quand même Marianne. dire pour les auditeurs, c'est que moi, la borne à l'entrée, je la trouve vraiment très classe. Ah ouais, super. En plus, ça fait un peu reconnaissance faciale, on se voit dedans. À mon avis, ça doit coûter assez cher. Et justement, à chaque fois que je suis devant, je me dis, bah ça, donc là, à RMC, à BFM, ils ont ça. Je me dis, dans combien de décennies, nous, à la fac, on aura un truc plus cher et moins bien. Nous, on l'a depuis le début. Hein. Ça fait depuis le début, on a ça et on nous donne un masque en arrivant. Non, au début, c'était en fait, il y avait un pistolet pour te prendre la température. Oui, c'est de ça, loin. c'était le pistolet. Et Maintenant, la machine, alors moi j'adore, effectivement, je me regarde et tout dans la caméra. Oui, tu pourras arrêter de jouer, c'est pas un jouet. Mais après, pour la SNCF, je pense, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que pour l'instant, c'est inutile. Mais je me demande, vu ce que nous réserve l'avenir, s'il va pas y avoir justement de plus en plus de choses de contrôle et que plus tard, ça va devenir Donc obligatoire. on n'aurait pas le droit de prendre le train en ayant un peu de température. Moi, je pense qu'ils anticipent ça, ouais. Je me demande encore comment les contrôleurs arrivent à choper des mecs sans billets dans le train, quoi. Parce que ça, j'en vois régulièrement. Et t'as des bornes, si t'as pas un billet, tu peux pas passer. Une qui te prend la température, des contrôleurs derrière les portes en plexi qui t'empêchent de passer. Et régulièrement, je vois des mecs sans billets dans le train. Comment ces mecs ils font pour passer, quoi? Et à côté de cela, on s'aperçoit qu'il est très difficile aujourd'hui de se faire tester, notamment dans les grandes villes. Il y a des files d'attente devant les laboratoires. Pourtant, beaucoup de Français ont compris les enjeux, et notamment c'est la consigne des autorités. Testez-vous. Oui, mais on aimerait bien se tester, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est si compliqué? Réponse à suivre dans les grandes gueules sur RMC Story. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Olo, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Ngồi kẹp điện thoại chán thế, cầm tay này. Hello. Hello. Bạn cười mình. Bạn vừa cười mình á. Bonjour. Bonjour. Mua. Thì tôi thì đang phải mặc áo. Bất chí bây giờ các bác thì biết sao? Hôm nay có phải đi đâu?
Cái này không phải dậy nha. Rác à? Phải đi à? Hả? Ông ấy không bảo dậy à? Không có dậy. Dậy chưa?